Okay. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Espace 4, une installation de l'Université Concordia. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'événement Le plurilinguisme en éducation. Cultiver l'inclusion et la diversité pour enseigner et apprendre dans un monde pluriel. Plurilingualism in education. Cultivating inclusion and diversity to teach and learn in a plural world. L'événement est diffusé en direct de l'Espace 4 et situé en territoire autochtone non cédé. To help situate you, we are streaming to YouTube live from ForeSpace. We are located here on unceded Indigenous lands in Chichage, Montréal. À l'Espace 4, nous travaillons avec la communauté universitaire pour favoriser la mobilisation de savoir. At Fourth Space, we work with our university community to mobilize knowledge by co-creating daily activities. La rencontre aujourd'hui est une conversation en direct. Vous pouvez donc soumettre vos questions et vos commentaires par clavardage. We're running this event as a live stream Zoom meeting. So we welcome comments and questions there via the chat if you're joining us by Zoom. Et pour les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez participer, il suffit de lever les mains et nous vous fournirons le micro. For those of you here with us in the space, we want you to participate. Just let us know, raise your hand, we'll get a microphone over to you. With that, it's now my pleasure to hand it over to professeur agrégé et directrice de programme de première et deuxième cycle en langue et études françaises, Diane Carrian. Diane, welcome. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui pour cette première édition des journées Pluri-Edgy, plurilinguisme en éducation. Ces journées ont vu le jour grâce à l'initiative du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'Université Concordia en partenariat avec le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'UQAM. C'est grâce à ce partenariat que nous sommes là aujourd'hui, que nous avons pu réunir au cours de cet événement des chercheurs et des chercheuses du Canada, mais aussi de la France, de l'Ontario et du Québec. Donc, je suis ravie de les accueillir aujourd'hui pour cet événement. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Richard Courtemanche, vice-doyen aux affaires académiques, qui sera suivi de David Waddington, le directeur du CEAP Concordia, puis de Kathleen Sénéchal, directrice du CEAP UQAM. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le merveilleux Espace 4. Welcome all into the fourth space. Au nom de la Faculté des arts et des sciences de l'Université Concordia, il me fait plaisir de vous accueillir à cette première édition de plurilinguisme en éducation. Je vais l'avoir. C'est un honneur pour nous d'accueillir plus de 300 participantes et participants ici et en ligne en provenance de Montréal, des différentes régions du Québec, de l'Ontario et même de la France. Cet événement est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre l'Université du Québec à Montréal, l'Université McGill et l'Université Concordia, avec le soutien généreux du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance, du Conseil de recherche en sciences humaines, de l'OVPRGS et de la Faculté des arts et des sciences. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible cet événement. La conférence Le plurilinguisme en éducation, cultiver l'inclusion et la diversité pour enseigner et apprendre dans un monde pluriel, là, je l'ai eu, sera une occasion unique d'explorer les meilleures stratégies et pratiques dans le domaine. Nous aurons des présentations et des ateliers menés par des chercheuses et chercheurs établis et émergents, ainsi que des doctorantes et doctorants abordant des initiatives et des travaux réalisés au Québec, dans le reste du Canada et en Europe. Nous discuterons de sujets cruciaux tels que l'accueil et l'intégration des élèves issus de l'immigration, la place de la diversité linguistique dans divers contextes éducatifs, la mobilisation de répertoires plurilingues et pluriculturels en classe et la formation des enseignants aux approches inclusives, plurielles et anti-oppressives. Je vous encourage à profiter pleinement des opportunités de partage et d'apprentissage que cette conférence vous offre. Nous le savons tous, le monde est devenu un vaste réseau social. Nous vivons dans un monde interconnecté où les langues et les cultures interagissent.
La langue est un vecteur important dans ces interactions, car elle tisse des liens entre les communautés, elle influence l'apprentissage, notre propre réseau de contacts et la transmission de la culture. Globalement, nous vivons dans un monde où les cultures et les langues se côtoient régulièrement et interagissent de plus en plus. Ceci arrive bien sûr à l'école, mais aussi dans nos assemblées citoyennes, nos activités culturelles et sportives, nos milieux de travail et bien sûr dans nos institutions universitaires. En parlant de la nôtre, à Concordia, nous célébrons la diversité linguistique et les différents moyens de communication en offrant un environnement où une multitude de cultures et de perspectives cohabitent afin d'enrichir notre communauté académique. Avec les 27 départements qui constituent la Faculté des arts et sciences, on peut dire que la collaboration et l'interdisciplinarité font partie de son ADN. C'est chez nous que l'expression « l'union fait la force » prend tout son sens. C'est donc un plaisir de vous voir assister à cet événement en si grand nombre. Encore une fois, au nom de la Faculté des arts et des sciences de Concordia, je vous souhaite 2 journées remplies d'idées qui vont nous aider à imaginer comment mieux enseigner et apprendre dans un monde pluriel, et à toutes et à tous, une conférence enrichissante et inspirante. Merci beaucoup et bonne journée. Hi, folks. My name's Dave Waddington. I'm the director of CSLP Concordia, and I'm delighted to welcome all of you today to PluriEdJ. Sometimes, as a researcher, you have a gut feeling that an idea is a winner. And when Diane, Kathleen, and Angelica started thinking seriously about putting a plurilingualism conference together, I had exactly this kind of feeling. There is an almost palpable enthusiasm around this topic. More and more teachers and researchers are keen to see the languages students bring into the classroom as a resource rather than as an obstacle to learning. And looking at the numbers that we have online today and that are registered and all the folks that are in person here, I can see that that enthusiasm hasn't lost any steam. Now, I have to confess that I'm a complete novice about plurilingualism myself. I'm really looking forward to learning more over the course of the next couple of days. I'm actually a philosopher by training, and I hope you'll permit me to make a little philosophy joke today. I mean, it's always very risky to make philosophy jokes, you know, but I'm going to do it anyway. So Heidegger famously said that language is the house of being. You know, very profound sentiment here. And yeah, I'll translate it, you know, le langage est la maison de l'être. All right, that's the translation. So very deep thoughts, okay, to start us off here. But I thought to myself this morning that on Heidegger's logic, if we're plurilingual, if language is the house of being and we're plurilingual, it's surely a good thing. It means we have like more than one house, or, you know, maybe a more interesting house, or maybe a house with an addition or a extra cool design or something like that. Anyway, I won't hit you with any more attempts at philosophy humor this morning. In closing, j'aimerais remercier Diane, Kathleen, Angelica, Claudine, and toute l'équipe de PluriEdJ pour tous leurs efforts de transformer cette idée en réalité, and I look forward to all of the wonderful sessions that we're going to have together over the next 2 days. Thank you very much. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kathleen Sénéchal et je suis la directrice du CAAP UQAM, qui est donc l'antenne francophone du CSLP. Je vous remercie chaleureusement de vous joindre à nous aujourd'hui pour ces 2 journées d'études sur le plurilinguisme en éducation, des journées auxquelles on a longuement et mûrement réfléchi et qui sont le fruit d'un travail collaboratif. Le CAAP UQAM regroupe actuellement une trentaine de membres professeurs et autant de membres étudiants des cycles supérieurs qui ont développé une expertise unique en éducation
Et l'une des missions du centre, de ses priorités de développement, c'est de viser à soutenir le transfert des connaissances vers les milieux pratiques et ce à quoi répond parfaitement l'événement des 2 prochains jours. Donc, je remercie chaleureusement les partenaires de cette journée, incluant le CRSH, ainsi que les conférenciers, conférencières, animateurs, animatrices des ateliers que nous entendrons aujourd'hui et demain. Merci. Je m'excuse. Quelques instants. En fait, on est 5 minutes en avance. Merci beaucoup, Richard, David et Kathleen, pour votre efficacité. C'est la première fois que je vois ça dans un début de conférence. Je vais laisser le temps à Sunny Lo, qui va être notre première conférencière, de s'installer. Sunny nous vient de l'université Bishops et elle va nous présenter Cross-Curricular and Cross-Language Teacher Collaborations, Critical Inquiries for Metalinguistic Awareness and Intercultural Responsibility. Donc, on va prendre une petite pause de 4 minutes et je laisserai Sunny commencer à 10h45 pour respecter l'horaire. Merci beaucoup. Profitez du café et des mignardises pendant ces quelques instants. Merci bien.
C'est bon, celui parfait. Oh, no, no. We can start. Good morning once again. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Diane, Catherine, and Angelica. Thank you for organizing this conference and bringing us together to share our work and to collaborate together to advance plurilingual education. My name is Sunny Lau. I'm from Bishop's University. I'm also Canada Research Chair in Integrated Plurilingual Teaching and Learning. So today I'm going to talk about cross-curricular and cross-language teacher collaborations, critical inquiries for metalinguistic awareness and intercultural responsibility. Earlier, we heard the land acknowledgement. I'm not going to read it again, but just to put it here to remind ourselves of the enduring colonization on Indigenous people, as well as other marginalized groups. Particularly today, I'm thinking of the encampments organized by students over many campuses here and also in North America. I'm thinking of their courage to take a stance, to demand for concrete peacemaking actions on the part of the universities. I'm thinking of the strike organized by the law faculty at McGill, how they push back neoliberal measures. As an immigrant to Quebec, Canada, a guest to this land and a non-Indigenous ally, I wonder how I can move beyond the verbiage of land acknowledgement to taking important actions in supporting minoritized groups. For me, plurilingual pedagogies have the potential to challenge inequitable power relations as we recognize, invite, and mobilize marginalized students' plurilingual repertoires and identities into our classrooms to support their academic and social pursuits and to foster the sense of intercultural responsibility for critical civic engagement. Growing up in Hong Kong, colonial Hong Kong, I started learning English at kindergarten, and English was the medium of instruction when I started high school. So there was very limited access to English outside school, and there's no phonics education, instruction in class. And so whenever I learn a new word, I will remember the sound of the word and link it to a Chinese word, and I write it there next to the syllable. And then I'll create on my own some diacritics or symbols to remind myself the tone of the word. And recently, Kathleen Do and Saha Tebej, my colleagues at Bishop's, we did a study and interviewed Chinese learners about the learning of French and the strategies they use. And we were just surprised at that kind of agency and creativity. So for example, this student told us how he reminds himself of the word Solomon. So mon, he knows that it is an adverb in French. So he linked it with the word se, which means snake. And then the letter U, he in his mind, he created an image of a cup. Le ju, which means to tie up. So in his mind, he created mental image of a snake being tied up in a glass, and he's trying to get himself free. So freedom in Mandarin is 自由, and it sounds like 自由, which means only. Although it is really circuitous, but then at the same time, it was such an amazing discovery of the multi-directional links that students made in order to help them to learn. And that is the essence of plurilingualism or translanguaging. The idea of this heteroglossic understanding of language. Language is not just standalone, or they are
compartmentalized, but rather they're interconnected and integrated, just like the banyan tree. The tree branches become roots and then they grow in different directions. And plurilingual learners, they have uneven, incomplete, and developing competencies, and they assemble all these communicative repertoire, whether it's linguistic or semiotic, other semiotic resources in order to make meaning. So if you look at language in this sense, it is a lived experience, and individuals proactively navigate everyday contexts by creating bridges across languages and varieties, and also culture. And sometimes depending on the situation, they can adhere to one language, or they mobilize all the other languages in order to meet the communicative purpose. Uneven, changing, developing, depending whom we're with, what we're doing, and for what purpose. One very important thing that I really want to emphasize is that it is really a social practice where we look at this sense. The implication then is for teaching, we should move away from this monolingual native speaker model towards a more plurilingual intercultural speaker model. If you look at the two sides, the traditional language learning that I've been exposed to is really that focus on the idealized form of language standards, what is accurate, what is correct. If we change to another model, we look at how we promote students to be a plurilingual intercultural speaker, then the focus is a little bit different. The focus will be on how language is being actually used in situated cultural contexts. That includes the use of registers, varieties, domains, and disciplines. For the monolingual model, it centers on linguistic knowledge and skills. For a plurilingual intercultural speaker, yes, we do focus on that, but more than that, we also focus on meta and cross-linguistic and cultural awareness. And instead of just focusing on the standard accent or grammar, we look at the last point there, how learners mediate understanding and communication amidst various accents, language, and usage and cultural expectations. And I think Enrica has done a lot of fabulous research on that, the whole notion of mediation. So for me, plurilingual pedagogy is not just because of the need to bring languages together, but because of the situatedness, and because of the idea of promoting a plurilingual intercultural speaker. The importance is that we use the pedagogy to build critical intercultural awareness, that we promote epistemic diversity. That means language is a tool, it's also a lens for us to see the world, to understand how people think, how people act, how people talk differently. So to promote epistemic diversity and plurality, to disrupt monolingualism, monoliteracy, and monoculturalism, and to foster that kind of border-crossing knowledges, compassion, and empathy. And I think Guilherme, a Portuguese sociologist, I think she explained it very well. I'm going to read it. A shared commitment to solidarity, critical cooperation, and respectful dialogue across different languages, cultures, epistemologies, and ethical principles. It enhances common, active, and responsible agency that respects individual freedom, community rights, animal care, and Mother Nature. So this brings us to the project that I've been doing. And I'm very interested in cross-language and cross-curricular teacher collaborations. The idea is to map the curricula and coordinate strategic language alternation to address intentional language and content learning goals across both languages. Particularly in the context of Quebec, because a lot of
immigrants or international students, so-called allophone students, they are learning English and French at the same time. I know that there has been a lot of recent debates about prolingualism and translanguaging. The worry is often, the concern is often about low status language, because if we encourage language mixing, then would it be promoting hegemony of the dominant language, particularly English? And whereas the low status language will not be given enough space for students' practice. And that is why I'm very interested in this kind of cross-linguistic and cross-curricular collaboration to ensure that there is a protective space for the minority language, but at the same time, we do not treat language as separate, but we build the cognitive and also linguistic links together as we teach. So previous study, you can see in Quebec that we have a study by Lister and also colleagues to link the languages together to support students' comprehension. We also have Gunning and others, they support reciprocal reading and writing strategies. And for my work, it has been always on because of my upbringing, the colonial education that I had been through. And that is why, to me, language is such an important tool to promote that kind of critical awareness and also civic engagement. And so I wonder if you can all see it. Recently, I came across this study, which is very, very interesting, and dual language tandem teaching, and is by colleagues from the US. So they're particularly looking at Spanish and English bilingual education, and again, to protect the low status language. So it maintains the separation of partner languages while incorporating thoughtful and intentional prolingual translanguaging pedagogies to foster both language and content learning goals. They bring partner teachers together for co-planning process. Teachers identify and implement language and curricular goals specific to each language. So I really like this idea of yours or mine or ours. Again, through the planning, then they identify areas that each teacher can focus on or areas that both of them can focus on. And the idea is that we treat this, while having this designated language spaces, we still protect, we still treat language as a like a continuum rather than compartmentalized. The method that I use always on participatory action research, the idea is to work with teachers together through cycles of individual, collaborative, collective planning, acting, evaluating, and reflecting. The idea is really to challenge, to disrupt scientific positivism in present research culture, to recover people's knowledge, and to do it in a way that is sustainable for the immediate environment. I want to talk about two studies. One is done in an English elementary school. So that, again, I work with the ELA, English Language Arts teacher, and the French second language teachers collaborating together. We want to see how this can, because when we mobilize all the resources together, it really can expand students' learning. So rather than learning something very rudimentary, they can be engaged in something more complex. So we want to see how it can promote the biliteracy and critical literacy and how the students see themselves. This is a 4-year project. I'm going to just focus on the 3rd year of the study. And there are, at the time, the school board gave special permission so the two teachers can be in the same room. So they share one combined classroom of 47 students. There are, most of them are English dominant, but there are some that are quite strong in French also. So that year, the two teachers followed a year-long theme approach. So they do the yours, mine, or ours through this year-long approach, and we use children's literature as a springboard.
So that year, the whole theme is about celebrating diversity. We want to foster an appreciation for individual differences to deepen the understanding and of what social discrimination means. So a variety of books were read, including topics like physical or intellectual differences, the first two books, and then about class, about homelessness, and then race relations. So a topic is being usually introduced in the English class because students are stronger. So once they have those concepts, then we read the French storybook. And because of the background understanding, then the discussion in French will become more complex and interesting. Students can bring in their ideas as well. And of course, because their French is a bit weaker than the English. And so each time when we read the story, the respective teacher, like English or French, will lead the discussion. So the discussion will be in English when we read an English book, but the French teacher will always be there asking questions in French, and then the discussion will ensue. It can be partly English or French, it can be English or French. And again, so the whole idea is that it is through this distributed expertise and through this connection of the languages that students' understanding of the topic is promoted, and also through their intentional teaching of reciprocal language strategies. This is a framework that we used. It was not like this at the time because I also work with researchers from Norway, and through a recent project, we updated the model. So we follow this instructional framework. These are 4 intersecting dimensions. Oftentimes, the teachers will focus on the textual dimension. That means the language or multimodal design features. I mean, all the teachers usually will focus on that, but when we choose any linguistic or multimodal design, there's always a purpose. We want to convey certain message. So the critical dimension is to interrogate, to read with the text, but also against the text. What is missing? How the author or the illustrator is positioning us? What is the message being conveyed and what is being hidden? And to link it to the personal lives, to do the text to self, text to text, and text to world, to understand how this also relates to our everyday life. And then the creative transformative dimension is to engage students in taking actions to respond to these issues being addressed. So in the middle, you can see the idea is to focus on the cognitive, affective, and the social also. So this is in the classroom. We created a audit trail. This is from Vivian Vasquez, who did a lot of work on critical literacy. Every time when we finish an activity, we put up the archives or the artifacts of the learning. And so as we were discussing in the classroom, students can make reference to what they have done. And so we begin to build and their understanding and deepening their understanding of the issues. We also, because these are the grade 4 to grade 6 students, they have to write their ministry and also the school board exams. And so we create a big message wall, we call it. So we link the text together. You can see English and French, and helping them to see the main ideas, the crisscrossing connections of these texts. And so this also, this becomes a visual memory for them also of their collective and collaborative inquiry. And so when they write their reading responses, they can also make links to a text in French or a text in English. Because the idea is their understanding is not just about language, but it's also about the content. So these are some of the things that students told us. It really raised their language awareness because we read texts that are on the same theme. So we have a lot of words that are repeating. And so codenates becomes like expanding their vocabulary, enhance co-learning of both languages. Students really feel that there is this
changing of leadership position, because the French dominant students will be taking the lead during the French discussions and vice versa. And then there will also be, okay, wrong button. Reciprocal reading strategies. For example, in English, we focus on teaching them how to read critically the illustrations, and here the students are applying it in the French reading of the reading of the French picture books. And the same with writing, so that when students said here, the reading responses are similar because we are doing the similar kind of literary analysis in English and in French. And the teacher also collaborates so that we use the same method to help students to understand, focusing on the key elements like the illustrations, the use of literary devices. So in this case, it's symbolism, and then characterization. Annie and Clover is the two main characters in the text. So collectively, we write after the discussions, we create this concept map to synthesize the discussions. And then before students write their own individual reading response, we ask them to create this map again in order to serve as a guide for them as they write out the reading response. So this is the same in French. At the end of the year, they created an individual differences conference. So students chose their own topic. So for example, top left here, the student chose the topic of Down syndrome, and the other student chose the topic of bipolar. Other students, they chose topics inspired by the stories that they have read. I want to show you the top two there because this student told us that his brother has Down syndrome, and because of the research that he did, he had a better understanding of his brother. And the other student, his mother has bipolar, and he really want to use this as an opportunity to tell the others how, like what this is. So the individual conferences, they're like, PhD students, okay, or graduate students were doing the conference presentation. And so we invited the community to come, and so they have the opportunity to reach out to the community. And you can see it, it's bilingual. So part of it is in French. I'm going to talk about the second study. I know I don't have a lot of time. I just show you maybe a few slides. This time it is in a French school, and we worked with the ESL teachers and the homeroom teacher. And we also collaborate with researchers in Vancouver. And so we have this, my esteemed colleagues are written there, Geneviève Brison, Magali Fort, Daniel Mou, Magali Constant, Olivier Desouteur, Philippe Parks. So we want to look at how it can support immigrant students in learning. So for example, we do the same thing. This time, instead of a year-long theme, we use a theme-based unit because the teachers are not in the same room. So different contexts present different opportunities also. So we use a theme-based approach. So you can see that we pair up these two books to support students' understanding of the harmful impacts of residential school and reflect on the importance of respecting and promoting linguistic diversity. So for example, in the French class, one of the exercise is before they started reading the book, because in the book, they have a lot of intuitive words. And so in order to promote that curiosity and to allay fear of, when you learn a new language, you always have that fear of insecurity. So in order to raise that curiosity for unfamiliar languages, so they did this exercise, asking students to just guess the meaning from context. So at the same time, we are promoting plurilingualism, but at the same time also teaching them the reading strategies. Here, another activity that we did is asking students to think of a word that is important to their culture. So it's not just French. So the immigrant students, they begin to talk about words that they feel so strongly about. So, I mean, a lot of students will write poutine or hockey. And so then they will go online and find a
a translation in Inuktitut. And of course, a lot of words, they can't find the direct translation. And so then we begin to have a discussion on why is that the case, why some words can be translated. And this is, again, to move them away from this ethnocentric perspective, to understand that there are different cultures, different practices, and that may not be translated, but there could be similarities as well. In the English class, they focus on, again, critical reading of the books. And here, in this case, it is really the symbol of raven as, the spirit and the soul of the Cree language and culture. And in the exercise, one of them is to do a language portrait to help students to reflect on their relationship with English and other languages. This year, we have this unit on environmental awareness. And so we have English, the garbage barge, and then in French, we have moi c'est tantal. It is a very rare metal that is used in cell phones. So the idea is to help students to be aware of overconsumption. So the French teacher invited an artist in Sherbrooke, a mural artist, because he did a lot of work for social justice issues, including environmentalism, overconsumption, consumerism, and all that. And so at the end, the students recreate a mural, and they also write a bilingual poem on this. I want to read this with you. This is my last slide. People can create pollution, but no one wants to find solution. Please act immediately, because otherwise the earth will be without personality. Des enfants sont forcés à travailler, et nous sommes choqués. Arrêtez de penser à vos désirs, et maintenant commencez à agir. So, we still haven't analyzed the data yet. It's ongoing, but so far what we have heard is the teachers really enjoy that kind of collaboration. They feel that they can really take students way further than they just work alone. This is, I want to just repeat, and the whole idea of plural pedagogy for me is really to promote that critical intercultural awareness and be able to support students' development in intercultural responsibility. That's it. Thank you so much. And I have Thank you very much, Sunny, for initiating the conference with your presentation, rich in examples and models. Nous allons désormais accueillir Catherine Mendonça-Diaz, qui nous vient de la Sorbonne, toujours un petit peu dans le jet lag, qui est notamment co-directrice du DILTEC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive vers 11h15, donc je vais laisser Catherine faire sa présentation. Vous verrez dans le programme qu'on a une période de discussion qui s'en vient juste après. Je les inviterai ensuite à venir s'installer pour avoir la période de questions. Voilà, merci beaucoup. Merci Catherine. Merci Diane Quérien et merci à toute l'équipe de l'Université Concordia, des partenaires et de l'Espace 4 de nous accueillir dans ces belles conditions et qui nous permettent d'échanger sur nos problématiques communes autour du plurilinguisme. Alors, on va changer de poésie puisque nous allons entrer dans la classe de mathématiques et il n'est pas forcément intuitif de penser mathématiques et plurilinguisme et on va voir justement comment les professeurs de mathématiques abordent ces problématiques. Alors, une question de mise en route et de transition. Le plurilinguisme est-il mobilisé dans l'apprentissage des mathématiques? Alors, le professeur de mathématiques se retrouve avec nos élèves, que ce soit en classe ordinaire, puisque les élèves sont plurilingues. Alors, je parle du pôle de la France et je donnerai des exemples franco-français. Ne serait-ce par exemple à Mayotte, le plurilinguisme est accru en classe ordinaire, mais on a aussi les élèves qui sont primo-arrivants, migrants qui arrivent et qui sont de fait
plurilingues, puisqu'ils arrivent avec un répertoire très élargi. Et puis, on a des professeurs de mathématiques qui exercent aussi dans des sections bilingues, par exemple dans les sections de langue régionale, des sections internationales, européennes, et ils sont amenés à enseigner les mathématiques à un public qui est multilingue, d'élèves qui sont plurilingues. Et pourtant, pour le contexte de la France, il apparaît que bien souvent, l'enseignement est monolingue. Donc, on va s'intéresser à ce contexte-là en partant d'un exemple qui concerne plus particulièrement mes travaux de recherche. Il s'agit de l'UPE2A. Alors, en France, on est féru de cycles, c'est des acronymes. Donc, UPE2A, ça renvoie à l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. C'est ce qu'on appelait avant 2012 les classes d'accueil, par exemple, qui est un peu l'équivalent des SASAP ici, où sont scolarisés donc des jeunes qui viennent d'arriver. Donc, je vais présenter cet exemple puisque le cœur de mes recherches, c'est sur l'appropriation langagière des élèves allophones arrivants dans ce contexte-là. Et puis, je le mettrai en regard avec le développement d'un réseau de chercheurs qui s'est mis en place récemment, qui s'appelle Plurimat, Plurilinguisme et enseignement des mathématiques. Alors, les UPE2A, juste pour vous situer un petit peu l'organisation française, il s'agit d'un dispositif dans lequel les élèves sont scolarisés. Ils sont d'abord scolarisés en classe ordinaire, dans les classes comme tous les autres élèves, et ils vont être retirés de ces classes ordinaires pour suivre un apprentissage intensif du français pour quelques heures, par exemple autour de 9 heures dans le primaire, d'une douzaine d'heures dans le secondaire. Et dans le secondaire, il arrive qu'il y ait des enseignants de mathématiques qui accueillent ces jeunes réunis ensemble pour dispenser un apprentissage à la fois langagier et disciplinaire pour faciliter ensuite leur inclusion dans le cycle ordinaire, le cycle régulier. En France, on compte à peu près plus de 70 000 élèves allophones chaque année. Allophone, ici, c'est la terminologie institutionnelle. Ce n'est pas une expression linguistique ou sociolinguistique. Dans les statistiques de la France, allophone renvoie à ceux qui sont arrivés depuis 1 an, voire 2 ans sur le territoire français. À ces jeunes qui viennent d'arriver récemment en France, il faut ajouter ceux qui sont arrivés il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, puisque les recherches tentent à montrer qu'il faut entre 5 à 7 ans pour qu'un élève qui est allophone ait des compétences similaires à des compétences similaires à des natifs, donc il leur faudrait autour de 5 à 7 ans. Je ne sais plus, je me suis un petit peu mélangée dans ma syntaxe, mais vous avez compris l'idée. Je renvoie aux travaux notamment de Jim Cummins et aussi, pour moi, je travaille sur la France, sur des recherches analogues. Donc, les enseignants vont être amenés à accueillir ces jeunes et ils vont être confrontés à des jeunes qui ont un fort plurilinguisme et des groupes qui sont fortement hétérogènes. Alors, cette hétérogénéité, elle est inter-individuelle puisqu'on a des élèves qui sont de différentes langues, de différentes origines, qui vont parler ourdou, portugais, italien, arabe, berbère, lingala, etc. Donc, entre les élèves, c'est très varié. Et il y a une hétérogénéité linguistique intra-individuelle dans la mesure où les élèves ont des compétences variées dans leur répertoire linguistique. C'est-à-dire qu'entre l'oral et l'écrit, eh bien, ils vont avoir des compétences différentes. Par exemple, si on prend l'exemple de leurs compétences en langue française, ça peut être aussi très varié dans les rapports entre la capacité à s'exprimer à l'oral et la capacité à comprendre un texte à l'écrit. Donc, on va avoir une variété linguistique et dans les compétences de ces jeunes. À cette hétérogénéité des répertoires linguistiques des jeunes s'ajoute une hétérogénéité scolaire au niveau des compétences mathématiques, et cela du fait de leur scolarité antérieure. Certains ont connu des scolarités épisodiques liées à des successions successives. Ils sont passés dans différents pays, donc des migrations qui ont créé parfois des discontinuités dans leur scolarisation.
Et puis aussi, tout simplement, une hétérogénéité liée au programme scolaire des pays d'où ils viennent. Par exemple, certains jeunes n'ont pas beaucoup abordé la géométrie, tandis que d'autres l'ont bien vu dans leur programme. Donc tout cela renforce l'hétérogénéité qui est inhérente à tout groupe scolaire, mais qui va se distinguer par rapport aux élèves natifs. Donc ici, voici un exemple, on peut dire, de configuration du groupe que l'élève de mathématiques, que l'enseignant de mathématiques va rencontrer. On peut se retrouver avec des élèves qui vont être débutants en langue française. Par exemple, Isetta est débutante en langue française. Par contre, elle est brillante en mathématiques. Inversement, Fatih est à l'aise à l'oral en français. En revanche, il a des difficultés scolaires en mathématiques. Donc, le professeur de mathématiques doit composer avec ces hétérogénéités pour faire en sorte que le groupe avance avec une différenciation pédagogique et que chacun puisse ensuite réaliser aussi son parcours de formation. Alors, ces jeunes étudient les mathématiques en langue seconde. Lorsqu'on travaille sur la classe des mathématiques, alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste en mathématiques en tant que telle, je suis didacticienne des langues, je travaille sur les appropriations langagières, mais je collabore de façon assidue et régulière depuis plus de 10 ans avec des didacticiens de mathématiques, et notamment avec Karine Mignon-Forêt, qui est didacticienne de mathématiques à Aix-Marseille, au laboratoire ADEF. Et donc, depuis plus de 10 ans, nous travaillons sur ce contexte, entre autres. Eh bien, lorsqu'on travaille sur les discours mathématiques, ça permet de voir justement ce que ça peut recouvrir d'apprendre des discours scolaires. Alors ici, vous voyez un schéma que nous avons adapté avec Karine Mignon-Forêt. C'est un schéma qui s'inspire de la notion de registre de Duval de 1995 et qui est librement adapté du schéma produit dans les travaux de Suzanne Prediger et de ses collègues Clarkson et Boss, auxquels je renvoie quelques références. On voit que les élèves, lorsqu'ils étudient les mathématiques en langue seconde, ils vont devoir combiner plusieurs registres pour pouvoir suivre les activités en classe. Alors là, c'est un petit peu abstrait. Je vais vous donner ensuite un exemple plus concret, comme ça on va plonger en classe. Donc, les registres, on va avoir des registres qui sont matériels, des registres graphiques, registres symboliques des nombres, registres symboliques algébriques et registres verbal. Alors concrètement, à quoi ça correspond quand on est en classe lorsqu'on est un enfant de 8 ans? Bien, nous vous donnons, avec Karine Mignon-Forêt, nous vous donnons cet exemple, l'exemple qui est le suivant. Il faut constituer 3 tours de même hauteur à partir de 50 briques identiques. Combien de briques au maximum peut contenir chacune de ces tours? Je vous laisse réfléchir. Mais je ne poserai pas la question. Alors, les enfants, ils peuvent commencer par manipuler du matériel, donc c'est une procédure matérielle. Et donc, on va prendre des briques et puis ils vont tâtonner, puis ils vont trouver la réponse. C'est ce qu'on appelle le registre matériel. Ils peuvent procéder autrement avec une feuille de papier et graphier sur la feuille de papier. Donc, on sera sur le registre graphique. Ils vont passer aussi par le registre symbolique des nombres, tout simplement en posant des opérations. Et pour ceux qui sont plus âgés, ils vont passer par deux registres symboliques algébriques. C'est là où on utilise, par exemple, les inconnus, comme on voit ici. Pour tous ces registres, la procédure s'accomplit en utilisant le registre verbal, qui peut être le seul mobilisé, comme de façon combinée aux différents registres. Merci. Je vais faire ici pointer l'attention sur la question du registre verbal, sachant que tous les autres sont mobilisés et que c'est donc de façon combinée. Donc ici, c'est une adaptation de ce qui est proposé dans les travaux de Suzanne Prediger. Donc, on voit qu'il y a plusieurs discours qui peuvent être investis par les enfants comme investis par les enseignants lors de leurs interactions scolaires. Ce schéma qui est inspiré de Prediger, nous l'avons mis en rapport avec le concept de plurilinguisme interne
qui est proposé dans les travaux de Michel Candelier, qui le reprend aussi de Fandruska. L'idée de plurilinguisme interne, c'est de voir justement ces variations dans les discours en langue française, en langue seconde. Je vais donner ensuite un exemple. Les élèves, lorsqu'ils vont passer de leur expression première, dans la façon dont ils apportent leurs réponses en français langue seconde, ils vont ensuite leur travailler cette formulation. Et c'est le professeur qui les accompagne pour faire de la reformulation et pour passer à ce que nous appelons la secondarisation des discours. Comment l'enseignant accompagne ces jeunes à pouvoir arriver à un discours qui soit plus recevable sur le plan scolaire, voire même sur le plan technique mathématique. Je donne ici un exemple toujours avec nos 3 tours. Donc, nous restons avec nos 3 tours. Dans une réponse spontanée d'un enfant, ça peut être ça. Ma copine Maëlys, elle va pouvoir faire une tour de 16 briques et ma copine Sarah, pareil. Comme ça, moi aussi, je pourrais faire ma tour tout pareil qu'elle. Mais après, il n'en reste que 2, alors on ne peut pas les prendre, sinon il n'y en a qu'une qui aurait moins que les autres. Voilà la réponse correcte de l'enfant. L'enseignant veut l'amener à aller vers un discours scolaire qui donnera lieu probablement à la trace écrite sur le cahier. Et dans ce cas-là, il y a un travail de reformulation et d'accompagnement qui va se faire avec les jeunes, qui va être de sorte à atteindre ce type d'énoncé, c'est chaque tour contiendra 16 briques. C'est la réponse attendue par l'enseignant. Il faut justement que le jeune arrive à avoir ces attendus-là. Et puis au-delà, on vise un discours qui est plus technique, mathématique ici, qui va vers de l'abstraction et qui était contextualisé. Alors c'est là où il y en a certains qui on perd. C'est la même chose que la réponse précédente, hein, mais c'est là justement, on voit bien que la question de la gradation dans l'abstraction du discours peut faire qu'il y en a qui restent un petit peu voilà, déstabilisés ou décontenancés par les énoncés. Donc c'est le quotient de la division euclidienne de 50 par 3 et 16. Alors, suivant l'âge, on adapte ce discours mathématique. Et là, je vais vous donner... Oups, je vais retourner en arrière, j'ai cliqué un peu vite. Là, je vous donne ici des exemples qui sont extraits de manuels scolaires où on voit la façon dont on définit la division. Vous voyez, alors on ne va pas lire dans le détail, mais on voit que entre la façon dont on le formule dans un manuel pour un enfant de CE2, c'est très différent de la façon dont on le formule pour un jeune de fin de lycée. Voilà, pour définir la division, pour un CE2, c'est on sert à partager en part égale. Et puis, pour un jeune en fin de lycée, c'est avec la division euclidienne et on rentre dans le détail un peu abstrait. Donc, quand on parle des discours en classe de mathématiques, vous voyez que c'est complexe et qu'il y a toute une échelle et toute une circulation des discours dans lesquels les élèves vont devoir naviguer et qui montrent justement cette richesse et ce foisonnement dans la capacité aussi de s'approprier la notion mathématique. En même temps, pour nos élèves plurilingues, ils doivent naviguer aussi, faire circuler dans les différents répertoires linguistiques qu'ils ont. C'est ce que nous avons désigné ici comme plurilinguisme externe. Et nous renvoyons ici aux travaux bien connus de l'interdépendance des langues de Jim Cummins pour montrer justement dans quelle mesure il y a cette relation entre les langues, qui va passer par des procédures d'intercompréhension. Là, par exemple, on peut se reporter aux travaux de Pierre Escudé, et qui vont être favorisés par un ralentissement didactique de l'enseignant, puisqu'en fait, quand on est en langue seconde, on a besoin de plus de temps qu'un élève natif. Ça amène à d'autres problématiques institutionnelles. Ça veut très dire qu'on mette plus aussi d'heures pour les accompagner, pour faire la même chose, et qu'on accorde aussi le tiers-temps. Je pense pour le contexte de la France, c'est pour qu'il y ait aux examens plus de temps pour les examens. Donc le ralentissement didactique, et puis la nécessité aussi de davantage d'étayage pour pouvoir amener les élèves à utiliser différentes modalités, multimodalités, pour comprendre ce qui se fait, pour être en mesure aussi de s'exprimer. Alors tout cela est fortement culturel, ce n'est pas qu'une question de langue,
même si on est, voilà, c'est loin d'être une question de langue. Il y a aussi toute cette dimension culturelle, mais aussi la façon de pratiquer les mathématiques qui apparaît de façon flagrante lorsqu'on est avec des élèves qui viennent d'autres cultures éducatives ou d'autres cultures familiales où il y a des usages mathématiques. Et ici, vous avez quelques objets qui montrent justement qu'on ne mesure pas tous de la même façon, que nous n'avons pas tous les mêmes procédures pour résoudre des multiplications, et que même ce qui paraît commun, comme les gestes, là ici c'est la tactilonomie, c'est la façon dont on compte avec les doigts, eh bien, est variée d'une culture à l'autre. Même si globalement, progressivement, il y a une tendance quand même à harmoniser la pratique mathématique hein, à travers la planète. Alors, les élèves ont des compétences en mathématiques dans leur langue. Et ils doivent faire des transferts vers cette langue seconde qui est le français. Nous avons voulu voir un petit peu s'ils arrivaient à le faire au bout de plusieurs mois. Donc, nous avons fait passer avec Karine Mignon-Forêt des exercices en langue première à des élèves, à 177 élèves. Et donc, en octobre-novembre, nous leur avons fait passer des exercices en langue première. Et puis, nous leur avons refait passer exactement les mêmes exercices, mais en mai-juin, au bout de quelques mois où ils avaient eu un accompagnement, et cette fois-ci en langue française. Il s'est avéré que certes, 2 tiers arrivaient à faire les mêmes exercices. Mais ce qui nous interpelle, c'est qu'il y en a quand même 38% qui n'arrivent plus à les faire. C'est-à-dire que ces jeunes sont en mesure de réaliser des activités mathématiques lorsqu'elles sont soumises dans leur langue, mais au bout de plusieurs mois, lorsqu'ils sont en France, ils sont perçus comme des élèves en difficulté en mathématiques parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire ce dont ils seraient capables. Donc, ça nous a interpellés, et notamment sur la façon dont les enseignants de mathématiques pouvaient accompagner la dimension langagière, puisque les obstacles ne sont pas d'ordre mathématique, puisqu'ils arrivent à le faire, mais d'ordre langagier, et donc justement voir quelles étaient les possibilités de les accompagner pour réfléchir à travailler sur la dimension discursive. Alors, il apparaît en fait, lorsqu'on questionne les enseignants, on en a questionné au cours de deux questionnaires quantitatifs, les enseignants de mathématiques sont peu, voire généralement, pas formés sur l'appropriation langagière en langue seconde et aux compétences langagières plurilingues. Et on leur demande, est-ce que vous utilisez plurilinguisme? Sur 70, il y a eu d'autres questionnaires, mais un corpus de 70. Les 5 qui disaient oui, c'était les 5 qui avaient eux-mêmes des pratiques plurilingues. Sinon, les autres n'y pensaient pas. Et il y a donc une perception davantage déficitaire sur les compétences où les enseignants de mathématiques perçoivent tout ce que les élèves ne font pas encore comme les autres, au lieu de percevoir tout ce que les élèves ont appris depuis qu'ils sont arrivés sur le territoire français. Donc ça amène aussi à travailler un peu sur ces représentations et les ressources que peuvent être les compétences plurilingues auxquelles on ne pense pas forcément spontanément lorsqu'on n'a pas été formé là-dessus. Ensuite, il y a un autre constat, c'est que les ressources pédagogiques plurilingues sont très rares. En France, c'est des questions qui se sont posées assez récemment et on a été bien heureux de découvrir notamment la plateforme Binogi qui nous a été présentée à plusieurs reprises par Emmanuel Le Pichon-Forsman à l'Université de Toronto. Et les recherches scientifiques sont finalement relativement peu nombreuses. Donc ça, si on regarde maintenant du côté des élèves sur leur usage du plurilinguisme, quand on va dans les classes, ce plurilinguisme est invisibilisé. Là, je vais apparaître les seules photos d'une classe où les grands, c'était des lycéens, utilisaient des compétences plurilingues, mais dans les autres classes, avec les plus jeunes, on ne le voit pas apparaître. Donc finalement, l'apprentissage apparaît davantage submersif, les compétences plurilingues sont peu mobilisées, alors que les recherches en didactique des langues, qui ne vont pas forcément circuler dans les recherches encore, enfin maintenant, si, ça circule davantage dans les recherches en didactique des mathématiques, mais les recherches en didactique des langues pointent l'importance de l'inclusion linguistique, l'importance de tenir compte des langues des élèves, ne serait-ce par rapport à leur bien-être, aussi dans leur disponibilité cognitive à rentrer dans les apprentissages dans une langue seconde. Donc, on a aussi des recherches qui pointent ces aspects-là, tout en gardant, en faisant attention à éviter l'assignation à une culture d'origine. Et là, je renvoie aux travaux d'Brahim Azaoui qui pointe l'attention à l'idée de faire attention à une éthique de l'éducation plurilingue. De façon à ce que les élèves non plus, on ne les oblige pas à utiliser les compétences plurilingues si eux-mêmes n'ont pas envie. Il faut que ça soit une ouverture, un espace
pour leur permettre de les utiliser sans les obliger, sans les assigner à les utiliser. Et puis, nous avons quand même des propositions pédagogiques plurielles. Donc, la question, c'est de voir comment ces propositions de démarche pédagogique plurielle peuvent être aussi utilisées en classe de mathématiques. Donc, quelques expérimentations ont eu lieu. Je n'aurai pas le temps d'en faire état, mais on pourra en discuter au cours des 2 jours. Les projets FLS Sorbonne et les projets de vidéo mathématiques plurilingues, ce sont des projets dans lesquels il y a eu des conceptions de séquences qui permettaient aux enseignants de mathématiques de pouvoir voir comment ils pouvaient intégrer les dimensions interculturelles et plurilingues dans leur enseignement. Alors, ces questions, on voit qu'il y a un enjeu quand même important par rapport à la scolarisation et pour la poursuite scolaire, puisque les mathématiques sont aussi déterminantes dans tes parcours d'orientation. Eh bien, ces questions se retrouvent dans d'autres contextes. Et c'est pour cela que ça a été très intéressant pour nous de réfléchir à la façon dont on pouvait collaborer avec d'autres enseignants, puisqu'on a vu que la recherche n'était pas forcément très abondante, et donc travailler avec d'autres contextes où les mathématiques étaient enseignées en contexte multilingue. Alors, nous avons développé, c'est à partir de 2019, il y a une journée qui est cette journée plurimat, plurilinguisme, enseignement des mathématiques, qui s'est tenue et qui a initié en fait la mise en relation de plusieurs chercheurs de didactique des langues et de didactique des mathématiques pour travailler de façon collaborative sur ces problématiques communes, sachant que certains sont plus intéressés sur la classe ordinaire, d'autres dans des contextes, je pense au Mexique, on a aussi des personnes dans différents contextes que je vais évoquer tout à l'heure, et donc essayer de voir un petit peu comment on fait ailleurs, sur quelles sont les recherches qu'il y a actuellement. Et donc, nous avons mis en place une sorte de réseau qui est coordonné par Christophe H, qui est didacticien des mathématiques au ALDR, et puis moi-même pour le volet, pour la représentation de la didactique des langues. Donc, je vous montre, et ça sera voilà, mon dernier point, juste pour que vous ayez une idée en fait de la façon dont ça s'est mis en place. Donc, il y a une quinzaine de chercheurs, voilà, et donc il y a vraiment cette relation des deux branches, didactique des langues, didactique des mathématiques, et différents pays représentés. Et donc, on travaille sur des recherches communes avec des doctorants qui sont venus aussi apporter des éléments de recherche et qui initient eux-mêmes des recherches, puisqu'on a une doctorante qui a commencé l'année dernière, une autre qui va commencer là, ou deux même. Donc ça, c'est aussi une force. Alors, il y a des communications qui sont proposées, donc on organise des événements. Il y a le séminaire interne qui réunit des enseignants-chercheurs, des praticiens en petits groupes de temps en temps au fil de l'année, et puis un gros événement annuel que nous organisons, ainsi que des collaborations sur d'autres événements. Donc là, ici, je vous montre pour le plaisir, voilà les différentes affiches des événements précédents, sachant que notre événement annuel a lieu en décembre 2024. Où on aborde plus ou moins une problématique liée à l'enseignement des mathématiques en contexte multilingue. Ces présentations, ces événements donnent lieu à des captations vidéo et donc petit à petit, on arrive à réunir des chercheurs et à faire des captations qui permettent d'aborder ces questions et on le retrouve ensuite sur le site de l'IREM de Paris par le biais de Christophe H. Alors, des publications aussi. Et la particularité de ces publications, c'est que ce sont des publications qui sont écrites souvent à 2 mains, 3 mains, 4 mains, à la fois avec des chercheurs en didactique des maths et des chercheurs en didactique des langues, mais aussi avec des praticiens qui sont partie prenante, puisque toutes les recherches sont des recherches collaboratives avec les enseignants des classes, du primaire, du secondaire. Et dans la boucle, c'était un point de départ qui nous a amené en fait à nous rencontrer pour impulser ce réseau. C'était la question de la formation des enseignants. Donc, progressivement, on a réussi à mettre en place des webinaires et des modules de formation et en mise en lien avec les différentes académies et différents instituts et aussi avec le milieu associatif. Et là, je pense notamment à l'ADEB, l'Association du développement de l'enseignement biplurilingue, qui permet de la rencontre avec des chercheurs éminents sur ce champ.
et ce qui fait un peu une boucle dans notre activité. Ici, voilà, je vous montre les ouvrages. Et donc, je m'arrête ici avec quelques photos qui sont toutes récentes, puisque l'idée de ce réseau, c'est que nous sommes un peu éparpillés, puisqu'il y a des personnes au Canada, au Portugal, au Mexique. On réussit de faire des mobilités pour les doctorants. Donc ici, c'est les doctorants et les chercheurs du Mexique qui sont représentés, sont venus la semaine dernière. Et ça nous a permis de rencontrer justement une chercheure, je pense, il y a Norma Vasquez, qui est chercheure en Mexique sur la langue zapotèque. Et à partir de sa recherche, on a été regarder comment on faisait les mathématiques en zapotèque, qui est une langue rare parlée par une petite communauté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Je vais désormais laisser Catherine et Sonny s'installer à la table de discussion. On va pouvoir passer à notre période de questions. Donc, si vous souhaitez poser une question dans la salle, nous avons quelqu'un ici avec un micro, donc vous avez juste à lever la main. Et pour les personnes qui se trouvent en ligne, vous pouvez écrire dans le clavardage et on se chargera de passer le message. Does anyone in this space have a question? Si quelqu'un a une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Ah, voilà, on a Catherine. C'est bon, le micro arrive, Catherine. Merci beaucoup. Ma question est pour Catherine. Bonjour. Merci pour la présentation. Je suis curieuse d'en savoir plus sur la manière dont le plurilinguisme est mobilisé, en fait, lors de l'enseignement des mathématiques. On a vu ce que les enseignants ne font pas, peut-être, hein, dans votre présentation. Je me demande, est-ce que vous avez des éclairages sur ce qu'ils font? Et je me permets une sous-question. On a vu aussi dans votre comparaison de ce qui se fait en début et en fin d'année, les élèves sont compétents pour réaliser une tâche dans une langue dominante au début, ne le sont pas nécessairement en français en fin d'année. Il me semble que ça traduit un manque de compréhension, notamment de la consigne et de la manière d'y répondre en français. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé au-delà des concepts mathématiques? Est-ce que le vocabulaire académique autour est travaillé? Merci d'avance. Oui, je sais pas. Alors, pour ce qui a été vu dans les observations et dans les déclarations des enseignants, ils déclarent sincèrement qu'en fait, ils n'y recourent pas. Donc, ce qui fait que là où on va le voir apparaître, c'est plutôt dans le cas des lycéens, parce qu'ils sont plus âgés et qu'ils ont déjà des stratégies individuelles et voilà, plus d'autonomie peut-être pour s'autoriser en fait à s'appuyer sur le plurilinguisme. Tandis qu'on le voit beaucoup moins fréquemment avec les plus jeunes ou de façon incidente. Et quand c'est de façon incidente, les enseignants n'ont pas forcément l'habitude de repartir à partir de leurs propos. Donc finalement, c'est dans des expérimentations telles que celle des vidéos mathématiques plurilingues qu'on a eu l'opportunité de voir justement la plus-value d'utiliser le plurilinguisme, puisque les vidéos mathématiques plurilingues, les élèves inventaient un scénario qui allait être filmé, et c'est un scénario où ils devaient expliquer une notion mathématique. Par exemple, pour les plus petits, comment on mesure, ou sinon, comment résoudre tel problème. Et en ce cas-là, ils présentaient la notion mathématique ou leur problème dans leur langue avant de passer vers la langue française. Donc, tout le travail de conception de la vidéo se déroulait de façon plurilingue déjà. Et puis, ça permettait de conforter en fait les compétences langagières en français, puisque, in fine, pour pouvoir dialoguer avec l'enseignant et avec les camarades, il y avait aussi cette langue du travail qui était le français, et la production finale était bilingue, voire trilingue, puisqu'il y en a qui ont utilisé plusieurs langues de leur répertoire linguistique, en faisant aussi appel aux familles, puisque certaines fois, et comme ils sont des compétences asymétriques, ils ne connaissaient pas forcément la façon dont, alors je ne l'ai pas dit parce qu'on a vu le va-et-vient entre les langues, mais des fois, ils développent des compétences en langue française qui permettent ensuite d'enrichir aussi les compétences dans leur langue première, dans les notions mathématiques. Donc ça, c'est intéressant.
Donc voilà, ça, c'est des choses qui ont apparemment bien fonctionné, qui se sont développées. D'ailleurs, à d'autres disciplines, il y en a qui l'ont utilisé pour la grammaire, pour l'anecdote. Et pour la seconde question sur les compétences langagières, c'est un travail effectivement que les enseignants font. Alors, il y a des corpus, des corpus où il y a des enregistrements, où ils travaillent quand même le langagier. Alors justement, pas forcément avec une approche simplement lexicale, mais sur le plan du discours et comment le discours est rattaché à la notion. Mais tout cela prend du temps, surtout que les classes, ce sont des classes d'une vingtaine d'élèves et qu'en fait, la difficulté qui a été observée vraiment, c'est que les élèves ne parlaient pas suffisamment. Ils ne mettaient pas en mots. Et donc, il y a des analyses où on voit justement dans des séances comment les élèves en fait sont en réception et lorsqu'on leur demande de produire, ils sont en difficulté parce qu'il n'y avait pas eu cette phase de verbalisation de l'activité mathématique. Mais verbaliser quand il y a 20 élèves dans la classe dans une langue seconde, ça prend du temps et donc ça nécessite quand même des aménagements particuliers ou des stratégies comme des travaux de groupe, des îlots, etc. Donc, il y a des enseignants qui font des propositions remarquables avec du travaux par îlot. Et le dernier point, puis peut-être ça fera aussi le lien, c'est que les enseignants de mathématiques certains ont travaillé en co-enseignement, donc c'est un peu l'idée du tandem, et donc c'était pas en deux langues, c'était le professeur de mathématiques et le professeur de français. Et ça a été ce qu'ils ont déclaré comme une source de formation très efficace, puisqu'en fait, ils étaient en classe ensemble et la façon dont l'enseignant de français procédait était formatrice pour l'enseignant de maths et réciproquement, le professeur de français mesurait en fait ce qu'il faisait en classe, qui était un peu plan de communication, par rapport aux attendus scolaires où on allait faire de la technicité. Donc ça, c'était un point fort, je pense. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'on avait une autre question dans la salle? Oui, juste ici. Je n'ai pas vu qui était en premier. Caroline. Merci beaucoup à vous deux pour les présentations, c'était très intéressant. I have a question for you, Sonny. I'm wondering how feasible that cross-curricular collaboration would be in a context where there's like 1 hour of English in a primary school. And if it is, and the teachers are really willing to do so, how can they train themselves to be able to do it? Thank you for the question. I think this is a very, very good question because in Quebec, particularly in regular schools, the second project that I was talking about, they actually have what we call an enriched ESL program. And so they have actually 3 hours in a week for English. And so then that kind of more simultaneous connection is easier than 1 hour. Definitely there are difficulties. And I think for me is the stance of the teacher is so important. I mean, if you understand that language and you agree that language is connected and that there is the importance of making links across languages and also content, you will find a way to do it. And it may not be as intensive as you like, or you cannot go deeply as you like, but the connection is always there. So for example, in this school that we worked in, one very favorable condition is that the principal supports that kind of connections, not just across the languages and subject areas, but also vertical coordination. And so from grade 1 onwards, they are already making those links and teaching intentionally the strategies that you can use reciprocally. And so even though if it is in 1 hour, so in my head, I'm imagining that there still be links that you can make, right? So maybe at from word level to syntax to even textual organization and reading strategies, definitely. And definitely there are constraints, but I think if you have that stance, you promote plurilingualism, there will always be a way. Thank you for the question.
For our next question, we have one online. This is from Marion James, and it is for Sunny. I'm very interested in the science of reading and the importance of teaching phonics and phonological awareness to English language learners. For languages that do not have a phonics base, such as the examples you gave, Mandarin and Inuktitut, would you suggest that the teachers of these students spend more time teaching these basics than with students whose language is alphabet-based? Thank you. Again, very interesting question. For me is there's always a balance, right? So for example, I think what is going wrong south of the border is that there is this focus on phonics instruction that is out of context. And when it's out of context, then students are just reading mechanically. They can read, but they don't understand. And so any kind of phonics instruction is valuable when it is anchored in something meaningful and that students understand what they're reading. I think for me is language is more than structure. It's really about thinking. It's really about how you live your life. And so that kind of global, more global and goal that focus on developing the person is way more important than just very discrete instruction. And I'm not saying that it's not necessary. It is necessary. That's why in the study that we did, we also focus on codenames, we focus on grammar, we focus on language strategies, but those are anchored in something that is meaningful and students can use it. They know why they're using the language for a purpose. Thank you. Merci beaucoup, Sonny. Merci beaucoup, Catherine. Sonny, j'ai beaucoup aimé l'idée de stance au niveau des enseignants. Mais ma question aujourd'hui, elle va être plutôt pour Catherine. Justement, est-ce que dans vos recherches, vous vous êtes intéressé un peu aux idéologies donc des enseignants et comment ces idéologies, puis c'est vrai que la question pourrait aussi être posée à Sonny finalement, comment ces idéologies, elles peuvent évoluer, elles peuvent être déconstruites quelque part. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis de l'avant dans vos recherches? Merci beaucoup. Alors, pour ma part, pas particulièrement parce que moi, je travaille vraiment plutôt sur l'appropriation linguistique à partir de tests, des batteries de tests, etc. Donc, éclairé éventuellement par tout déclaratif d'enseignants, mais donc je ne me suis pas préoccupée là-dessus. Par contre, on a des doctorants qui initient un travail là-dessus. Donc, bon, on est en attente de leur retour parce que des recherches qui portent spécifiquement sur sur l'enseignement des maths aux élèves allophones, il y en a vraiment très, très, très peu. Hein, c'est très rare. Donc, les recherches qu'on a faites, c'était avec Michel Cantelier et Claudine Nicolas, mais c'était davantage axé sur la formation. Donc sur du factuel qui était plus facile à analyser qu'à partir de quelque chose qui était fin. Nous n'avons, hélas, pas encore mené, mais j'espère que voilà, qu'il y a des chercheurs qui vont s'atteler à la tâche parce que c'est vraiment important. Can I just add, for us, action research is a way of formation. It's a way of training also. And the training is more sustainable because it is really anchored in the real context of the teachers that they're living in. And so we address all the constraints and affordances within the context so that they can build a capacity in creating new things through the study. So a lot of the visuals that I shown you, the planning and then the activities, is really coming from the teachers. Maybe in the conceptualization process, we work a lot and we help them to see the importance of making links, but it is really their expertise in teaching and learning that they come up with the suggestions and then we refine it together. And I think that is why, for me, the action research is a methodology, but it is also a epistemology. It's really pushing back against
what is so-called, okay, real research, because I think the importance of research is that marriage between theory and practice, and the teachers are living it. On a une autre question. Bonjour, la question est pour Catherine. Vous avez parlé que certains élèves ont bénéficié de accommodement, un tiers de temps, par exemple. Est-ce que tous les élèves à la fin ont pu en profiter et jusqu'à quel point c'était nécessaire? Excusez-moi, au niveau du tiers-temps, c'est ça? Oui. Un tiers. Alors, au niveau du tiers-temps, pour l'instant, on n'a pas acquis. C'est le tiers-temps, c'est une demande qui a émergé lors d'un rapport EVASCOL, un rapport national qui a été mené par une équipe de chercheurs, de sociologues et un petit théoreticien des langues, puisque j'ai été avec Brahim Azaoui sur ce volet-là. Et dans cette recherche, on a suivi la scolarisation d'élèves dans plusieurs académies et l'un des résultats, c'était la nécessité justement de proposer le tiers-temps pour notamment les examens. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en place sur le plan national. Ça allait, enfin, il y a des tentations sur le plan académique, mais le problème, c'est qu'il y a le risque d'associer ça à la question du handicap, alors que ce n'est pas du tout le cas. Simplement une appropriation langagière en langue seconde. Il y a des recherches qui montrent bien que quand on apprend une langue seconde, ça prend du temps, que chaque tâche cognitive est beaucoup plus lourde et que le tiers-temps n'est simplement qu'un paramètre d'accommodement justement pour réaliser des activités. Mais il y a encore une réticence voilà, par rapport à accorder ce tiers-temps. On espère que ça va être mis en place. On attend. Thank you. Both presentations are very, very interesting. And Sunny, my question is for you after your inspiring talk. You mentioned aspects, I totally share your vision of the language, 100%. And you mentioned words like the ethic dimension, the empathy, the impact on all these aspects. So can you tell us something more about that? Did you have the chance at the end to see how your research impacted that side of both teachers or students? Thank you so much for the question. So the first study that I mentioned, like celebrating diversity, at the end, so for example, one student talked about his brother who had Down syndrome, and he talked about how he began to have a better understanding. And then the other student whose mother has bipolar, and he really thinks that it's important to talk to other people and explain to them, and so that they have a better understanding of this disorder. And so many of the students that we interviewed, they talked about, I mean, they're little children, so the way they can express their empathy is they really feel for these children, or they feel like the topics that we have looked at in the story. And so, for example, when we read the story about the houseless people, they talked about, they begin to share the experience about seeing the street people and how they react to them. And one of the things that we as teachers, we talk to each other, and we do not want politically correct answers, because I think it is important to just be honest. And because even sometimes when I walk on the street with a lot of houseless persons, I will also be a bit worried. I mean, this is a reaction that we have. So we encourage teachers to push for more honest answers. And the one thing that we did is to encourage the teachers themselves to share their own feelings.
and their own thinking also. So when the teachers talked about their own insecurity also, then the children begin to talk about their own. And so at the end of that unit, the kids were saying, instead of just saying, oh, we should not discriminate against houseless people, they begin to talk about, we should understand a bit more. We should continue to learn. And I really appreciate that, because we're not just pushing for a right answer, but rather we begin to look inwards and to think about what is then our responsibility, how we're complicit in that kind of power relations also. For the second study, we are still collecting the data, so we haven't had the time to analyze yet. But I think to answer you quickly, and that is, we really want it to be messy and not neat and tidy, because we understand that we all have different feelings and we all have our own blind spots also. And the fact is that we provide the students and the teachers a space to talk about these things and to examine our own perspective. Merci beaucoup. Notre période de discussion touche à sa fin. Comme vous l'avez compris, le lunch est bientôt prêt. Je vous tiens à remercier chaleureusement Sonny et Catherine pour leur présentation et leurs réponses étayées, précises et enrichissantes à vos questions. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la pause du dîner. Petite précision que je ne vous ai pas donnée ce matin, lorsque vous sortez de l'espace 4, si vous cherchez la salle de bain, ça va être à droite, et tout de suite à droite, après les ascenseurs, vous trouverez également une fontaine à eau dans cet espace. Concernant le lunch, si vous avez des restrictions particulières, on vous a réservé des assiettes précises pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir avec moi pour que je vous les indique. Et si vous n'avez pas indiqué de restrictions particulières, s'il vous plaît, ne prenez pas le lunch de quelqu'un d'autre. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente pause dîner et on se revoit à 13h15. Merci beaucoup. Just a small note for those of us joining us on Zoom. We're going to be closing up the live stream now, but we will keep the Zoom open. Nous allons maintenant fermer la diffusion en direct, mais on va garder le réunion Zoom ouverte.